Quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau numéro de 300 millions de critiques. Nous sommes à la Fondation Louis Vuitton à Paris, où vous trouverez une fantastique exposition donc consacrée au MoMA. Ce sont 200 œuvres du MoMA qui ont été prêtées pendant la rénovation, une nouvelle rénovation de ce célèbre musée mythique américain. Et nous sommes avec Jean-Paul Clavry, qui est le conseiller spécial de Bernard Arnault et de la Fondation LVMH. Bonjour, bienvenue, merci de nous accueillir. On trouvera des œuvres ici, des Cézanne exceptionnelles, donc c'est le début de la modernité, jusqu'à David Emmons et d'autres œuvres qui sont ultra contemporaines, qui caractérisent justement ces collections du MoMA. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment tout ça s'est négocié? Première question. Et ce que vous retenez de cette exposition, Jean-Paul Clavry? On retient d'abord un immense succès du public. Pensez que vendredi dernier, nous avons accueilli 10 000 personnes ici, à la Fondation Louis Vuitton, dans l'exposition Être moderne, le MoMA à Paris. Ce projet est né d'une conversation avec Glenn Lowry, le patron du MoMA, et il me faisait part, il y a 6 ans, 7 ans, du projet d'extension du MoMA et de la construction de nouveaux espaces par Elizabeth Diller et Scofrido, ce cabinet d'architectes new-yorkais célèbre. Et à l'époque, le MoMA devait fermer pour réaménager l'ensemble des espaces. Et là, le malicieux Jean-Paul se dit « et si tu ?» Et donc, en discutant avec Glenn, je lui ai dit, mais donc tes collections sont disponibles, vous fermez donc le musée et peut prêter tous ces trésors. Et naît à ce moment-là le projet de cette exposition. Alors, on trouve sur les murs donc des choses qui vont de la période historique complète. Donc, on parlait tout à l'heure de ce tableau de Cézanne avant que l'émission ne démarre, parce que c'est un des tableaux fondateurs de la collection du MoMA. Ce qui est intéressant dans l'exposition, bien sûr, ce sont les œuvres que nous présentons, 200 chefs-d'œuvre que le MoMA prête et qui ont traversé l'Atlantique. Mais ce qui a été aussi intéressant, c'est cette recherche au travers des archives sur l'histoire du MoMA. Comment s'est constitué ce musée qui est en fait une institution totalement privée, qui ne reçoit aucune aide ni de la ville ni de l'État et qui a été créé par 3 femmes passionnées d'art contemporains à l'époque, Lily Bliss, Mary Sullivan et Abby Rockefeller. Ces 3 femmes décident de créer un musée pour démontrer à New York, qui devient petit à petit la capitale du monde, en tout cas le monde artistique, ce sera après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, de créer un musée pour démontrer qu'est-ce qu'est être moderne, quelle est la modernité en art. Et Lily Bliss, en effet, possède ce tableau, ce baigneur de Cézanne, qui donc est un tableau de la fin du 19e siècle, mais qui représente pour l'art du 20e siècle la clé de la modernité du XXe siècle, et qui est un tableau qui était très admiré et très regardé par Picasso, que l'on a sur ce mur, donc l'atelier du peintre. Et donc, en effet, on dira après qu'on ne peut pas regarder Picasso sans regarder Cézanne. Eh bien, donc on a ce tableau que Lily Bliss prête pour la première exposition du MoMA, qui se déroule dans un appartement qu'elles vont louer pour monter la première exposition. C'est une histoire très sympathique. Et Lily Bliss dira, si ce projet que nous avons, cette utopie que nous avons, si ça marche, si c'est un succès, eh bien, je le lègue à ce MoMA qui est en train d'émerger. Voilà. Et non seulement elle va léguer le baigneur de Cézanne, mais elle va léguer l'ensemble de sa collection, qui est une collection fabuleuse. Fabuleuse. Alors, évidemment, vous savez que le MoMA est un des 2 ou 3 grands musées du monde, avec les musées français, car il ne faut pas les oublier. Le Centre Pompidou, ici maintenant, donc la Fondation Vuitton. Depuis le départ du MoMA, il y a quelque chose qui, dans le domaine de la muséographie, est très nouvelle, c'est qu'on va trouver ici donc des Picasso, des Cézanne, des Warhol, des Barnett Newman, des Rothko, donc la grande histoire de l'art, mais aussi la grande histoire du design, la grande histoire de la photo avec Cindy Sherman, la grande histoire du cinéma avec Eisenstein et Walt Disney. Donc ça, c'est aussi quelque chose que les Américains ont apporté et que nous, on n'avait pas à l'époque. Eh bien, ils ont apporté, en effet, cette notion de pluridisciplinarité. C'est-à-dire que le MoMA rassemble des collections qui vont
vous le disiez, de l'architecture. Il y a ici, par exemple, un panneau entier de l'immeuble conçu par Le Corbusier et Niemeyer pour les Nations Unies. Eh bien, ce panneau vient d'être restauré. Il est à la Fondation Louis Vuitton. Il y a les dessins d'architecture de Mies van der Rohe, il y a le design, il y a les premiers films de Walt Disney, mais il y a aussi Andy Warhol, il y a donc les fondements de l'histoire de l'art, et puis il y a la période contemporaine. Dans les dernières salles, on voit les dernières acquisitions que le MoMA a pu faire en Afrique, en Asie, en Amérique latine, parce qu'aujourd'hui, le monde de l'art, il est global. Il y a plus de centre. Voilà. Si vous aviez la possibilité, mon cher Jean-Paul Claverie, de voler un tableau, vous voleriez quoi? Je parle d'une manière symbolique, parce que c'est un très mauvais conseil à donner aux visiteurs, mais il y a quand même quelque chose qui vous arrache le cœur, non? Écoutez, il y a David Abans, qui est un tableau qui représente beaucoup par rapport à l'histoire de l'Amérique, de l'esclavage, qui est un artiste noir américain qui a déplié un tableau américain avec formellement la même chose, c'est-à-dire des stars et des stripes, mais des couleurs différentes. Des couleurs différentes, des couleurs liées à justement l'histoire des Noirs qui quittent l'Afrique pour se rendre en Amérique. Et puis peut-être ce magnifique Picasso, ce jeune homme au cheval, qui est un tableau mondialement célèbre, et qui est particulièrement émouvant. Voilà, s'il faut faire un choix, mais le choix est difficile. Un double choix. Vous avez été malin pour le David Evans parce que ça se roule, ce qui est quand même pour assez pratique. Voilà, mais il s'agit d'un vol évidemment spirituel. Merci Jean-Paul de nous avoir invités. Nous sommes ravis de démarrer cette émission. Voici le sommaire. Nous allons parler en détail évidemment de cette exposition et puis de l'actualité culturelle. C'est parti. Bonne journée à vous. Nous sommes donc aujourd'hui au cœur de l'exposition Être moderne, le MoMA à Paris, à la Fondation Vuitton, un événement dont nous allons parler en détail. Et nous allons nous intéresser ensuite à une cinéaste que nous suivons avec attention dans 300 millions de critiques, c'est la réalisatrice tunisienne Kausser Benania, de retour avec un 3e long métrage, La Belle et la Meute. Et pour terminer, un sujet plus léger. Le Montreux Comédie Festival. Du 30 novembre au 4 décembre prochain, la ville suisse accueillera une nouvelle édition de son festival d'humour, l'occasion de parler de la programmation et des autres festivals d'humour de la francophonie. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti! Voilà pour le sommaire. C'est la seule émission où les animateurs sont d'une certaine manière habillés en fonction du sujet. Être moderne, nous dit le MoMA. Bien voilà, nous sommes tous en noir, nous sommes tous sombres, comme sur le déjeuner sur l'herbe de Manet. Et nous sommes avec donc Mathieu Dugal de Radio-Canada. Mon cher Mathieu, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes un Malevich à vous tout seul. Vous êtes noir sur fond blanc. Noir sur fond noir. Voilà, donc je vous félicite. Yves Bigot, donc, qui est le patron de TV5 Monde, qui lui aussi est dans cette logique, celle du 19e siècle moderne, grand costume. Il manque évidemment cette jeune femme nue du déjeuner sur l'herbe, qui pourrait être Michel Serrouti, sauf que Michel est habillé. Il représente la radio-télévision suisse, et lui aussi, du côté du pied, bien qu'il soit noir comme Manet, eh bien, on retrouve un côté Louis XI néo-branché qui lui va parfaitement bien. Nous sommes donc au cœur de cette exposition qui s'appelle Être moderne, le MoMA à Paris. Nous sommes à la Fondation Vuitton. Et exposition somptueuse, car pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance ou les moyens d'aller à New York voir le MoMA, eh bien, vous retrouverez ici 200 des pièces qui sont présentées dans cette Fondation Vuitton, mais qui proviennent de ce célèbre musée d'art moderne et contemporain. Vous voyez derrière moi, par exemple, l'atelier de Picasso, qui est à ma gauche, et puis la célèbre maison près de la voie ferrée d'Edward Hopper, qui rappelle évidemment les films d'Hitchcock. Vous avez visité cette exposition. Je vous propose d'ailleurs de regarder quelques images, et après, nous allons parler de l'importance du MoMA dans la façon ou dans la vision que l'humanité a d'être moderne. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
bedroom, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go... Bien que francophone, mon cher Mathieu, vous êtes le seul d'entre nous qui vivait de l'autre côté de l'océan, donc le MoMA, c'est chez vous. Oui, et moi, je dois dire, je suis un grand fan depuis toujours. C'est un arrêt obligé quand je vais à New York. L'arrêt au MoMA, surtout depuis l'agrandissement, un magnifique agrandissement de Taniguchi il y a une dizaine d'années. Et j'ai compris, en fait, dans cette expo-là, pourquoi j'étais un aussi grand fan du MoMA. Parce que le titre de l'expo, hein, c'est Being Modern. Being Modern, on peut dire que ça fait partie de l'ADN du MoMA depuis ses débuts, parce que l'expo est extrêmement bien construite parce qu'on a à la fois donc un parcours d'histoire de l'art qui est extraordinaire. Hein, ça part donc Picasso, Cézanne. Cézanne, donc vraiment fin 19e siècle, là, les œuvres vraiment très contemporaines. David Emmons. On incluait absolument, et même du jeu vidéo, des emojis. Et on pourrait penser que c'est iconoclaste de faire ça, mais on se rend compte dans l'exposition que dès les débuts, donc 1929, année de la fondation du MoMA, dès le début des années 30, on demande à Amelia Earhart, donc la grande aviatrice, de participer à une exposition qui propose des objets techniques. Et dès le début, un peu de la manière dont Platon s'enthousiasmait pour la pureté des formes géométriques et l'esthétisme qu'on retrouvait donc dans la pureté des formes géométriques, on sent que le MoMA, dès le début, veut déborder de la simple histoire de l'art. Émission où quelqu'un donc a bavardé avec Platon, il s'agit de Mathieu. Non, mais bravo. Par la pensée, par la pensée. Et donc, dès le début... Il était au banquet. Pardon. Ça s'appelait le buffet dans le temps. Et dès le début, on est iconoclaste parce qu'on sait qu'on a reproché beaucoup au MoMA ces dernières années, ces incursions dans un art peut-être plus populaire, des collaborations, par exemple, avec Björk, ou encore, il y a quelques années, on a fait entrer les jeux vidéo dans la collection, et pour certains puristes de l'art, c'est un crime de lèse-majesté. Mais on se rend compte dans cette exposition-là qu'au-delà du parcours irréprochable qu'on fait, parce qu'écoutez, il y a tout, là. Il y a De Koninck, il y a Pollock, même un Pollock pré-Drippings. Hein? On sent qu'il y avait déjà un flair pour aller chercher ceux qui allaient devenir par la suite des monstres de l'art contemporain. On se rend compte on tente beaucoup, on essaie de sortir des sentiers battus, on essaie d'aller trouver... Films. Pardon? Il y a le premier Disney, il y a le film d'Eisenstein. Steamboat Willie. Voilà, il y a du design. Enfin, dès le début, la collection, contrairement au musée classique européen, s'est construite avec de la peinture, mais également autour de la peinture et d'autres activités. Et on n'a pas peur de sortir des sentiers battus. On n'a pas peur d'aller chercher l'art là où on ne le retrouve pas, où on ne pense pas qu'il se trouve. Alors là, on est dans une salle des plus classiques, hein? Picasso, Cézanne, Hopper, Brancusi. Mais on se rend compte qu'on a voulu véritablement, dans l'histoire de ce musée-là, aller chercher des choses qui renouvelaient le discours sur l'art, qui renouvelaient le discours sur le monde. Et il y a peut-être quelque chose, j'oserais dire, peut-être américain là-dedans, dans ce côté iconoclaste, et c'est d'une beauté et d'un parcours qui est tout simplement remarquable. Moi, je suis sorti de cette exposition-là et je voulais tout de suite redescendre et recommencer et faire les 4 étages, là, parce que c'est un parcours sur notre civilisation en général aussi qui est absolument fantastique. Alors, petit cours d'histoire de l'art en 30 secondes. Vous savez que la photo a été inventée en 1840, dont les peintres se sont dit à partir du moment, et les sculpteurs, où la photo a été inventée, il n'y a plus besoin de raconter ou d'imiter la réalité, puisque vous parliez de Platon. Platon définissait l'art comme l'imitation. Donc on est passé à autre chose, déconstruction de la peinture avec Picasso, qui pourtant était un grand dessinateur et un grand peintre, déconstruction de la sculpture avec Brancusi, et puis les grands peintres américains que vous retrouvez quand vous viendrez ici, c'est-à-dire Mark Rothko, Barnett Newman, avant le pop art d'Andy Warhol. Tous ces gens-là se sortant petit à petit de la philosophie occidentale, référence toujours perpétuelle à la littérature, pour inventer un art purement abstrait, mondrian. Vous trouvez des traces, bien évidemment, dans cette exposition. Vous n'avez jamais été au MoMA, vous. Donc vous êtes puni. Il a cafeté. Voilà, vous êtes puni et vous êtes récompensé à la fois puisque vous avez pu voir. Qu'est-ce qui vous a plu ici, Michel? C'est exactement ça. Non, effectivement, j'ai jamais mis les pieds au MoMA à New York. J'ai vu ici. Alors moi, il y a 2 choses. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a énormément de choses finalement. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre qui m'ont frappé en visitant cette exposition.
Tout d'abord, comme le disait Mathieu, c'est évidemment une histoire en condensé de l'histoire de l'art, mais c'est aussi une histoire de la muséologie, finalement. Avec ce flair, avec cette capacité de choisir les œuvres qui étaient à la limite. On parlait de Pollock, She-Wolf, par exemple, qui est dans la salle juste à côté, a été acheté en 45 ou en 44, alors que l'œuvre a été peinte en 43 ou en 44, j'ai plus de souvenirs exacts. Donc très rapidement, on s'est dit, ça a une valeur, alors que sur le marché, il n'y avait rien qui était établi. Donc il y a eu cette capacité à trouver les œuvres, cette capacité à tout mélanger, encore une fois, du film, la sculpture, du jeu vidéo, enfin, etc., d'aller dans ce sens-là. Et ça, c'est une leçon. Et puis, en faisant le tour de l'expo, il y a autre chose qui m'est venue à l'esprit, c'est-à-dire qu'en 2004, le MoMA avait déjà prêté une partie de ses collections, 200 œuvres aussi, c'était à Berlin, aussi alors qu'il y avait des transformations dans le musée à New York. Et en Allemagne, paradoxalement, il y avait eu une discussion qui a eu cours à ce moment-là, qui n'a pas eu lieu ici, parce que la proximité était peut-être différente. C'est-à-dire que les Allemands s'étaient dit, mais pourquoi finalement est-ce qu'on ne met pas les collections allemandes et les collections du MoMA en parallèle ou en les opposant pour voir de quelle manière l'art a fonctionné et de rappeler à ce moment-là quelque chose qu'on a peut-être oublié, mais qui est présente ici justement dans l'importance qu'a eu New York et les États-Unis, c'est que finalement, et pour l'Allemagne c'était quelque chose d'extrêmement sensible, c'est qu'évidemment, pourquoi le MoMA aussi a eu la prééminence qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est parce que dans les années 30, une bonne partie des artistes ont fui l'Allemagne nazie qui grandissait, ont été aux États-Unis, ont été accueillis. Enfin, Max Beckmann, qui était une des premières œuvres qui a été achetée par le MoMA dans les années 30. Il y a un grand triptyque de Beckmann qui est juste derrière nous. Exactement, c'est ce fameux triptyque-là. Et donc de rappeler que si tout d'un coup New York a eu la place qu'elle a eue et le MoMA à l'intérieur de New York en 1945, donc immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, c'était aussi, alors malheureusement évidemment, dans l'euphémisme, parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a eu Hitler, et que New York a repris l'influence que pouvait avoir Paris ou Berlin à ce moment-là. C'est vrai que tout a été inventé, je parle en matière de peinture. Prenons Picasso en France, le bateau Lavoir, et après donc Picasso, Matisse, Braque, etc. Et tout d'un coup, culture américaine que vous connaissez bien, dans les années 50, à cause de la guerre, tout passe de l'autre côté de l'océan Atlantique, c'est-à-dire à la fois la peinture que nous respirons ensemble, mais également la musique pop, etc. Premier point. Et la deuxième chose que vous connaissez bien aussi, et qui expliquait Mathieu, c'est qu'on est sorti de l'élite de l'art, c'est-à-dire on est rentré dans un art qui se mélange avec la culture populaire. C'est exactement ça, Guillaume. Alors, je pense qu'effectivement, il y a l'influence de la guerre, mais ce à quoi on assiste en visitant cette exposition, c'est effectivement le passage de l'Europe et des œuvres, comme encore Picasso, Cézanne en particulier, qui sont encore en lien avec la peinture historique, et on voit ce passage vers la modernité et cette traversée de l'Atlantique pour entrer dans le nouveau monde, qui est aussi le nouveau monde de l'art, mais aussi parce que c'est d'un seul coup la victoire du siècle américain. C'est-à-dire que ça n'est pas que l'art, ça n'est pas que la peinture, la sculpture, etc. C'est l'ensemble de la culture qui se déplace de la vieille Europe historique vers le nouveau monde, et l'Amérique qui prend le leadership ou la conduite, comme on doit dire en français, voilà, du monde moderne. Ce qui est très... Et dans le domaine de la pop musique, et dans le domaine du cinéma, et dans le domaine de l'art. Bien sûr, et y compris de la littérature aussi. C'est-à-dire que c'est intéressant d'ailleurs que ce soit les Américains qui aient pensé le concept même d'un musée consacré à l'art moderne. Et le concept même du MoMA est très intéressant, puisqu'il dit « nous n'allons nous intéresser à l'art qu'à partir du moment où, évidemment, on ne peut pas se battre avec les autres musées qui possèdent toutes les œuvres du Rijksmuseum ou au Louvre, etc., ou évidemment tous les musées britanniques aussi. On ne pourra pas lutter avec eux puisqu'ils ont les œuvres. On va donc se consacrer à l'art moderne, et on va, Michel le disait très bien, acheter les œuvres en ayant évidemment le nez de les prendre avant que les autres. Je vais donner un exemple. Le premier Picasso dans les musées publics français a été acheté, je crois, par le musée de Grenoble en 1937, alors qu'il habitait en France depuis le début du XXe siècle, alors que, par exemple, celui qui est derrière nous, l'atelier du peintre, a été acheté par la famille Chrysler, qui l'a immédiatement transféré au MoMA. Donc il y a aussi quelque chose du côté de la bourgeoisie française, puisque c'est un peu ça. C'est-à-dire que beaucoup des œuvres qui sont ici ont été achetées par des Américains, ont été achetées par des Russes,
Alors que là où elles sont nées, c'est-à-dire le public européen classique, ben, au fond, on était toujours dans le scepticisme absolu. Là, Guillaume, vous venez de dire quelque chose de fondamental, hein, c'est que la bourgeoisie n'est jamais d'avant-garde par nature. La française, en tout cas. Elle est toujours suiveuse. Ce qui est très intéressant, je pense, et d'ailleurs, il faut remercier à la fois la Fondation Vuitton et Glenn Laurie, hein, le président du MoMA, de nous avoir autorisé à tourner cette émission, 300 millions de critiques, au cœur même de cette exposition. Alors que d'ailleurs, j'engage à tous ceux qui nous regardent, si vous passez par Paris dans les mois qui viennent, à venir voir cette exposition, même si c'est la première exposition que vous venez visiter. Parce que justement, comme vous le soulignez tous les trois, on va retrouver dans cette expo du MoMA des choses qui sont liées à votre quotidien et à la culture populaire. C'est-à-dire que vous venez ici, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de l'histoire de l'art et ne vous méprenez pas de ce qu'on dit, y compris sur la réflexion de ce qu'est l'art ou de ce qu'est l'art dans nos vies et notre culture qui est exprimée par cette expo. Mais vous verrez ici le Elvis Presley de Warhol, les boîtes de soupe Campbell. Vous verrez évidemment le Roy Lichtenstein le plus célèbre. Vous y verrez le Mondrian sans bleu. Vous allez y voir donc un film de Walt Disney, mais vous allez y voir aussi un projecteur d'un film. Alors ça, c'est précurseur de John Lennon et Yoko Ono, et évidemment de Paul Morisset avec Warhol, etc., qui vous projette un film qui n'est rien, c'est que du blanc, par exemple, mais vous y trouvez... le bruit du projecteur. Mais avec le bruit du projecteur. Ah ben évidemment, c'est une projection. Ça fait toute la différence. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la réflexion du quotidien, ce que vous disiez évidemment très bien, Guillaume, puisque ici vous êtes dans votre royaume, c'est on y voit des affiches publicitaires, on y voit des objets du quotidien, on y voit de la technique, et comme Mathieu le disait très bien, on y voit y compris la technique d'aujourd'hui, parce qu'il y a une partie de cette expo qui sera consacrée aussi à l'art du 21e siècle. Et si je peux me permettre... mais vous pouvez vous permettre. Il y a un point d'orgue à cette exposition-là qui est, mais d'une beauté divine. C'est une œuvre canadienne, d'ailleurs. Donc, ce sera ma petite pointe de fierté. Janet Cardiff, qui a fait une œuvre de spatialisation d'un des grands maîtres de la polyphonie anglaise, Thomas Tallis, un des grands motets à 40 voix de Thomas Tallis. Et c'est donc la rencontre de la technologie et de l'art traditionnel européen dans ce qu'il a de plus classique. Et je vous jure de terminer cette exposition-là dans une salle où, dans le fond, la seule œuvre, c'est la spatialisation sonore d'une des grandes œuvres occidentales. Ça termine, on a l'impression véritablement de monter au ciel. Cette exposition-là est irréprochable dans tous ses aspects et jusque dans son accrochage et sa chronologie. C'est fabuleux. Donc, Janet Cardiff, l'œuvre s'appelle Spem in Alium. C'est le nom, donc, de ce motet de Thomas Tallis. C'est d'une beauté sans nom. Cette exposition, c'est l'interactivité de la Fondation LVMH où nous sommes, et est un événement. Et sur les réseaux sociaux, on en trouve l'écho avec des visiteurs postant leur œuvre favorite, à l'instar de Pagrenade sur Instagram, qui a choisi de partager l'installation Human in Desire de l'artiste américain Bruce Nauman, un de ses célèbres dialogues d'images en néon. Pour réagir à l'émission, le compte Twitter de l'émission, la page Facebook, aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Pour ce deuxième débat, et nous sommes toujours à la Fondation, nous allons nous intéresser à une cinéaste que nous allons suivre avec attention. Et il s'agit de la Tunisienne Kauter Benania, avec La Belle et la Meute. Elle signe son 3e long métrage. Nous avons vu le film et en parlerons juste après la bande-annonce que voici. كنا في سهرية عملتها الجامعة في اوتيل. لازم ما تقابل طبيب. ايش عنده هيك؟ ما جيت يا ربي يعاوني، فما قانون ما نجمش. هذا اختصاص الطب الشرعي. إلا إذا كنت فتحت تحقيق من طرف الشرطة واستناو فيك غادي. عندهم بادجوات بوليسية. حتى ولو عندهم بادجوات. برمشي روح بدل حوايجك عملتوش رتح روحك. نحكي رسوم الحكومة. لازمك تكملها حكايتك. مش تسبب في حقك.
فما فيلم زومبي قصة حياتي فيلم زومبي ديما نتخيل ناس موتى حيين خالتين في جرتي يحبوا يكتموني وانا هارب لما مرات نخفى عليهم الهف مرات يقربوا باش يشدوني ساعات نقيس والله اللي عملتوه فيا ما تخبصوني ومثلث. Pour parler de ce film, nous retrouvons donc notre ami Pascal Bourgault. Bonjour Pascal. Bonjour RTBF. Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver. Parlons de cette belle et de cette meute, vous l'avez vu. Qui est cette jeune cinéaste et quelle est la teneur de ce film? Alors le film a été, comme vous savez, encensé par la critique. À Cannes, il était présenté cette année dans la section Un certain regard. Alors Kawther Benania, nous en Belgique, en fait, on n'a pas attendu Cannes pour découvrir son talent, puisqu'en 2014, elle a reçu le Bayard d'Or au Festival du film international du film francophone. Alors elle a fait un documentaire aussi qui a été très remarqué. Et puis ce film aussi. Alors que raconte ce film? Il est inspiré d'un fait divers réel. Une jeune femme se balade avec son amoureux. Elle est arrêtée par des policiers, emmenée au commissariat et violée par ces policiers. Et le film raconte cette nuit atroce où elle essaye de porter plainte contre ces policiers. Alors évidemment, c'est un film sur le viol, très d'actualité, mais c'est surtout un film sur cette Tunisie post-révolutionnaire où finalement le régime a changé, mais les fonctionnaires n'ont pas changé, les lois ont changé, mais les pratiques n'ont pas changé. Alors c'est vrai que la femme tunisienne a réussi à défendre ses droits, beaucoup plus que dans le reste du Moyen-Orient et dans l'Afrique du Nord, mais il reste beaucoup de choses à faire. Un certain nombre de choses sont en train d'être négociées. Donc voilà, les femmes tunisiennes sont là, mais les hommes tunisiens occupent toujours beaucoup l'espace public. Vous en avez pensé quoi, Mathieu, de ce film? Kawther Benania a un rapport particulier avec le Québec parce qu'elle a tourné un documentaire au Québec, en Zened n'aime pas la neige, où elle suit une jeune femme un peu à la manière de Mikhalkov dans Anna 618. Elle a tourné sur 6 ans. Une jeune femme qui doit s'habituer par un concours de circonstances dans un nouvel environnement. Et donc, moi, j'avais très hâte de voir ce film-là parce que ça parle d'une situation bien évidemment, qui touche le Maghreb. Hein. On sait que le rapport au sexe, comme nous le disait Leila Slimani dans son tout dernier essai, il y a quelque chose d'extrêmement... en fait, on ne vit pas très bien avec la sexualité féminine, c'est le moins qu'on puisse dire, au Maghreb. Et donc, elle revient sur quelque chose qui est une tâche, et pas seulement au Maghreb, mais dans les sociétés occidentales. On l'a vu au Québec récemment, notamment avec tous ces scandales sexuels qui ont touché des personnalités connues, avec des gens qui disaient « Mais pourquoi vous dénoncez dans les médias? Pourquoi vous ne suivez pas le processus judiciaire normal? » Et on voit donc dans ce film-là toute la difficulté, justement, qu'a une femme à simplement porter plainte et simplement être reconnue et de faire reconnaître cette chose ignoble qui est le viol. Et c'est porté par une comédienne qui est hallucinante. C'est une révélation. Donc, cette jeune-là, dont le nom m'échappe, Mariam El Farjani, voilà. Farjani. El Farjani. Et d'ailleurs, elle porte le même prénom dans le film. C'est une comédienne, une actrice qu'il va falloir suivre parce que c'est vraiment une performance qui est phénoménal. Petit bémol, en tout cas, en ce qui a trait à ce film-là, c'est que les personnages secondaires sont peut-être mal dessinés. Hein? On voit vraiment que ce sont des personnages qui servent de faire valoir à cette performance qui est vraiment phénoménale. Mais c'est un film, en tout cas, qui a le courage de montrer une situation qui, au Maghreb, en tout cas, on ne montre pas, et à plus forte raison, un film qui est mis en scène, qui est porté par une femme. Faudrait vraiment que ce film-là soit vu le plus largement possible. J'espère, en tout cas, qu'il aura une distribution digne de ce nom au Québec, parce que c'est vraiment un film qui est coup de poing et on ne voit pas du cinéma maghrébin beaucoup chez nous. C'est dommage. Et un film comme ça montre, en tout cas, que ça pourrait vraiment être le cas. C'est un film qui parle à tout le monde. C'est un film universel. Bref, c'est fabuleux. Là. Françoise L'Héritier, qui est la grande héritière, si l'on peut dire, de Claude Lévi-Strauss, disait récemment dans Le Monde, il faut en finir avec le désir irrépressible de l'homme. Est-ce que vous avez l'impression que ce film, justement,
remet en cause d'une manière satisfaisante et sur le plan artistique et sur le plan moral, justement, cette grande question que tous les garçons que nous sommes, nous nous posons actuellement? Je pense que, puisque c'est la question vraiment du moment, le XXe siècle, ça a été le siècle de la libération des femmes. Le XXIe siècle, il faut que ce soit le siècle de la libération des hommes qui sont prisonniers de leur propre sexualité et qui la font payer aux femmes. Question sur le financement. C'est vrai que c'est un cinéma compliqué, le cinéma tunisien, aujourd'hui, et notamment en matière de financement et en matière de distribution. Mathieu en parlait tout à l'heure, donc là, c'est quand même une petite performance. Ce qui est très intéressant, c'est que le renouveau du cinéma tunisien est accompagné par un fonds qui a été créé, un fonds franco-tunisien qui a été créé par le CNC, donc français, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui finance également les œuvres de télévision et les autorités tunisiennes. Et ça permet de relancer le cinéma en Tunisie. Et d'ailleurs, nous sommes en train, et TV5 Monde y participe, de créer avec le CNC, mais également la SODEC au Québec et Wallonie-Bruxelles, un fonds semblable pour l'Afrique subsaharienne. Voilà, La Belle et la Meute, l'interactivité donc a bouleversé de nombreux spectateurs et fait écho, vous le savez, à cette actualité mondiale. La Belle et la Meute tombe à pic courageux et implacable, c'est ce qu'on retrouve essentiellement donc, dans les commentaires sur Twitter et sur Facebook. Les fabuleux plans séquences sont d'une intensité foudroyante, a écrit Guillaume par exemple sur Twitter, et ce Guillaume, ce n'est pas moi. Twitter et la page Facebook, et vous trouverez toutes les indications. Donc, sur l'écran, donc au bas de l'écran, que vous regardez en ce moment. Avant notre dernier débat du jour, je vous rappelle que nous sommes à la Fondation Vuitton pour cette exposition consacrée à 200 œuvres du MoMA, donc transférées à Paris. Nous allons passer en revue donc le traditionnel tour du monde de l'actualité culturelle francophone. Le voici. Des heures sombres au cœur des prix littéraires décernés aujourd'hui. La montée du nazisme à travers l'alliance avec les puissants industriels allemands racontée dans le Goncourt du jour signé Éric Vuillard, ou la fuite du docteur Mengele dans le roman d'Olivier Goetz, couronné par le Renaudot. Peut-être y a-t-il un reflet ou un miroir de l'actualité avec cette fascination pour cette période de l'histoire. S'il y a un auteur qui ne s'est jamais vraiment remis du Goncourt, c'est Jean Carrière. Je dirais une phrase là pour commencer, qui donne bien le ton de votre livre. Le prix Goncourt est un gâteau couvert de mouches et bourré de fèves sur lesquelles on se casse les dents. La gastronomie et le cinéma ont toujours fait bon ménage, d'où l'idée de ce festival qui comprenait plusieurs volets. Je suis très content de présenter le film ici et aussi à l'intérieur d'un festival vraiment dédié à la bouffe. Dans ce troisième spectacle solo, Bienvenue, la Jurassienne explore les recoins de sa tête et de son corps décor, l'exploitant comme peu d'entre nous osent le faire. Sur l'avenue Bourguiba, en plein centre de Tunis, on garde le glamour, mais on revient aux fondamentaux. Je souhaiterais revenir un peu à cette formule-là, où ce n'est pas les blockbusters qui sont projetés dans le festival, mais plutôt des films soit inconnus, soit méconnus. Les fans sont venus de tout le pays pour assister au concert de ces légendes du métal. Metallica, c'est toute mon adolescence. J'écoutais ça à fond dans ma chambre quand j'étais petite. Metallica a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde et est un des groupes qui attire le plus de spectateurs en concert. Avec Ex Maria, on peut pas jouer fort. Transmettre, comme ici durant les répétitions de la messe en si mineur, une œuvre magistrale en 5 parties, sorte de testament artistique de Jean-Sébastien Bach. J'étais celui qui ne ressemblait pas aux autres, donc il y avait de toute façon quelque chose qui était visible. Mais en même temps, comme j'étais dans ce milieu aussi très politisé, le métissage c'était considéré comme quelque chose de positif. Je devais presque incarner l'avenir de l'humanité à moi tout seul. Aujourd'hui, Clovis s'est fixé un nouveau défi. Il organise les fiançailles entre la musique classique et la rumba congolaise. Il est venu avec elle. C'est sa femme. On part bientôt au Maldives. Ah, moi tu m'emmenais à Dijon, chez tes parents. C'est dégueulasse. C'est la première fois que je vois Mathilde comme ça. Félix par-ci, Félix par-là. Elle papillonne tellement d'habitude. Elle a eu beaucoup de copains? J'en sais rien, j'ai pas compté. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique.
Le Louvre Abu Dhabi est une œuvre à part entière, conçue par l'architecte Jean Nouvel. Le soleil qui tape à travers donne ces impacts de lumière sur les bâtiments, sur le sol et sur l'eau qui sont toujours différents. Une constellation de halos luminescents qui donne aux visiteurs l'impression de déambuler sous une voûte céleste. Et nous allons terminer avec un sujet plus léger, le Montreux Comédie Festival. Du 30 novembre au 4 décembre prochain, la ville suisse donc de Montreux accueillera une nouvelle édition de son festival d'humour. Les spectateurs auront le plaisir d'assister à 5 galas, dont un exclusivement retransmis sur le web. Nous parlerons de ce festival après un extrait d'un sketch du Canadien donc, que vous connaissez bien sur 300 millions de critiques, qui s'appelle Rachid Badouri, enregistré lors de l'édition de 2016. Le voici, ce sketch. Mon nom est Rachid Badouri, québécois, d'origine marocaine. Ça existe, oui, ça existe. On a mélangé les deux cultures. À la maison, on vivait en marocain, à l'extérieur, en québécois. C'est bien vivre les deux cultures, sauf l'hiver. Pelleter la neige en babouche, c'est froid, mon ami. Et je suis content d'être ici ce soir pour ce gala futur, parce que moi, j'ai réalisé un rêve du futur. Récemment, je me suis marié, Montreux, récemment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci. Il y a 5 ans. Et puis, je suis vraiment très heureux d'être marié. Je ne l'ai pas amené avec moi ce soir, ma femme, parce que je voulais vous la présenter, mais je ne peux pas. Elle étudie beaucoup, elle est encore au lycée. Et j'ai vraiment des choses. Mon père adore ma femme, mais mon père, lorsqu'il a rencontré la première rencontre, ça a été une catastrophe. Je vous explique. Mon père, un Français du bled, un peu de merde, excusez-moi, et il a un Becherel de merde qu'on lui a vendu, un charlatan là-bas qui lui a vendu. Voici, Becherel de Barbès, c'est vraiment extraordinaire. Et il y a une règle spéciale, il fait des lapsus en français. Dans son Becherel, c'est écrit, c'est un mot en français. Il sonne ou rime comme un autre mot en français, tu peux l'utiliser comme un synonyme, il n'y a pas de problème. Exemple, t'as vu comment il fait chaud, Jean-Claude? Ah, c'est ça la clavicule. C'est grave. Imagine-toi lorsqu'il a rencontré ma femme, ma copine dans le temps. Papa, je te présente ma copine. Bonjour, ça va bien? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'elle a? Elle parle pas? Ah, vous êtes très humide, hein? On dit timide. Non, elle a les mêmes mots, timide. Ferme ton clapet. Mais tu vas voir, mon fils, c'est un bon garçon. Elle donne beaucoup d'infections. Donne-lui l'infection, vas-y, donne-lui. Ça s'adresse à vous, Michel. C'est vrai que Festival de jazz de Montreux, événement international, depuis maintenant des années. Et dans le domaine de l'humour, c'est en train de prendre aussi, depuis des années. Oui, ça a pris, effectivement, de l'ampleur depuis un certain nombre d'années. C'est un peu l'autre festival de Montreux qui existe depuis 1989, si je ne m'abuse, et qui a tout de suite eu passablement de succès parce que ses fondateurs, Grégoire Forrer notamment, ont réussi à vendre véritablement cette manifestation à l'externe. Les télévisions françaises l'ont retransmis très très tôt. Je crois que France 3 et France 4 ont commencé à retransmettre le Montreux Comédie, qui s'appelait alors le Festival de rire de Montreux, dès 1995. Et depuis, ça a toujours été le cas. Ils ont réussi très rapidement à attirer tout ce qui compte d'humoristes francophones, français, suisses, québécois et au-delà, très rapidement. Il y a des Belges aussi. Hein. Et je vous rappelle, parce que les Belges aussi ont des humoristes. Vous parlez français là-bas aussi? Beaucoup. Pardon, je plaisante. Bon, bref, c'est devenu un rendez-vous véritablement incontournable. Il y a, je ne sais plus, ils font 10-12 000 spectateurs par édition. Il y a 20 millions de téléspectateurs parce qu'ils ont compris très tôt qu'il fallait la diffusion télévisée et maintenant via le web. Donc c'est un rendez-vous qui fonctionne extrêmement bien. Cette année, à n'en pas douter, ce sera une grande année. Caroline Vigneault est là, on a dit Rachid Badouri, Alex Vizorek, et j'en oublie. Vous voyez qu'il est belge? Lui est belge, absolument. Même si on l'entend beaucoup en France, il est belge. Et puis, évidemment, les petits Suisses que sont Thomas Wiesel et Marina Rollman, qu'on entend désormais en France, puisque les deux sont sur Inter avec Nagui, et Thomas Wiesel bosse aussi pour Yann Barthès, par exemple. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, avec un rendez-vous comme celui-là, c'est de voir combien... Alors, ça a toujours été le cas, d'une certaine manière. Alors, il y a toujours eu une sorte de francophonie élargie au niveau de l'humour. En tout cas, en Suisse, on a de tout temps écouter les humoristes français ou belges. Il y a des exemples dans l'autre sens, que ce soit Zouk ou Bernard Allaire, qui avaient du succès dans la francophonie, en France en particulier, et qui venaient de Suisse. Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec un festival comme celui-ci, par exemple, et l'ampleur qu'il prend, il y a véritablement une sorte de langage commun propre à la francophonie et à l'humour, qui fait que vous pouvez interchanger pratiquement sur scène des Belges, des Français, des Canadiens, ou même des humoristes africains qui montent sur scène.
Peut-être aussi, pourquoi? Parce que le monde s'est encore plus globalisé. Aujourd'hui, on a un peu tous les mêmes références, qu'elles soient artistiques ou culinaires ou au niveau de l'actualité. Et donc, il y a la possibilité aujourd'hui de véritablement essaimer cet humour de manière, j'ai l'impression, plus internationale que ça n'était le cas auparavant. Mais malgré tout, avec le succès qu'on connaît, la capacité de fédérer un public qui est hors frontières, comme l'humour peut l'être. Et moi, j'ai l'impression qu'un rendez-vous comme ce Montreux Comédie désormais, eh bien, elle témoin, cristallise cette espèce de... En tout cas, ça a beaucoup changé, parce qu'il y a 40 ans, les grands humoristes français ou étrangers, finalement, ils se produisaient dans des salles type Olympia ou des grandes salles qu'on trouve partout, alors que maintenant, l'humour est assimilé à la musique, c'est-à-dire qu'on fait des festivals autour des gens qui se succèdent. D'ailleurs, au Canada, vous avez ça aussi, avec Gilbert Rozon, qui, justement, en ce moment, connaît quelques problèmes. Ça fait combien de temps que ça dure? Juste pour rire, c'est 1983. Et d'ailleurs, justement, dans la foulée du scandale qui a frappé Gilbert Rozon, on voit justement que les cartes commencent à bouger. La tectonique des plaques de l'humour francophone va bouger beaucoup au cours des prochaines années parce que, d'une part, Juste pour rire, c'est un empire, hein? Production, distribution, il y a de la gérance également de plusieurs humoristes. C'est 70 millions de dollars. Hein? On dit que ça vaudrait actuellement Juste pour rire. Il faut dire que les arts de la scène au Canada et au Québec en particulier, c'est très gros. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui est intéressant pour parler du poids du Québec dans les arts de la scène au Canada. C'est environ 1,5 milliard de dollars le poids des arts de la scène au Canada. Et au Québec, c'est 40 de ce poids-là. Et c'est que 25 la population du Québec au Canada, mais c'est 40 du poids des arts de la scène. Là-dedans, le milieu de l'humour, c'est immense. C'est environ 20 du chiffre total des arts de la scène. C'est occupé par le monde de l'humour. Et donc, il y a cet empire qui est énorme. Mathieu, pourquoi ça a pris une telle ampleur? Pourquoi on est passé d'aventures isolées, alors on prend dans le monde français, les Bourvil et les autres, Fernandel, etc., qui ont des équivalents à l'étranger. On parlait beaucoup plus contemporainement de Bernard Haller, de Zouk et d'autres. Pourquoi ça a pris une valeur sociale considérable aujourd'hui? Bon, ça, faudrait peut-être faire de la psychanalyse. Une sorte de rock du rire. Faudrait peut-être faire de la psychanalyse de l'âme québécoise, parce que vous savez qu'au Québec... Mais au Québec, il y a toujours ce débat-là autour des humoristes qui est là depuis très longtemps, à savoir, est-ce qu'il y a trop d'humour? Est-ce qu'on fait trop de place aux humoristes? Mais le fait est que l'humour fonctionne. Et la machine Gilbert Rozon, il y est pas beaucoup, parce que Gilbert Rozon, il faut dire que... Et peut-être qu'on sous-estime aussi l'aspect fédératif de l'humour dans la francophonie, parce que dès les années 80, avec Juste pour rire, moi, je me souviens, dans les années 80, je regardais beaucoup les galas Juste pour rire, et mon rapport à la francophonie, et le mien et celui des Québécois en général, passait beaucoup par les humoristes. Moi, je me souviens d'avoir vu Popek. Popek, il était connu au Québec dans les années 80. Pierre Palmade, Michel Leb également. C'était des gens qu'on connaissait au Québec. Et donc, pour nous, la francophonie est beaucoup passée par là. Donc, il y a une machine de guerre, on pourrait dire, assez efficace qui a été créée par Gilbert Rozon. Et donc, qui fonctionne sur le modèle des concerts pop, enfin, des festivals de pop. Oui, mais en même temps... Il y a des festivals de musique classique, Bayreuth, il y a eu des grands festivals de pop un peu partout, et là, c'était assez improbable que des gens allant sur scène sans musiciens puissent se produire sur scène alors qu'ils sont seuls, dans des endroits colossaux. Mais en même temps, il faut dire que l'humour coûte pas cher à produire. Hein. Souvent, c'est un humoriste, un metteur en scène et c'est tout. Et donc, c'est un modèle économique qui fonctionne très, très bien. Là. Donc, ça c'est pas étranger. Là. Juste pour rire, évidemment, hein, vous l'avez dit, Mathieu, en plus, ils ont une partie francophone, mais une partie anglophone aussi. Hein, donc, c'est effectivement l'empire... Just for laughs. Exactement. Ouais. L'empire Rozon, qui est bien connu en France, puisque à France 2, nous avions consacré plusieurs émissions de prime time, hein, notamment au Festival Juste pour rire et aux retransmissions du grand gala francophone, justement, présenté notamment par Laurent Ruquier il y a quelques années. Mais le lien, c'est que Grégoire Führer et l'équipe du Montreux Comédie Jazz font une offre pour racheter les parts de Gilbert Rozon dans Juste pour rire. Ils ne sont pas seuls, hein. Il y a d'autres gens sur les blocs de départ. Ils ne sont pas les seuls, mais on voit bien le lien qu'il y aurait. Et justement,
cet humour francophone qui est parfaitement partagé, puisque des Suisses peuvent imaginer racheter la machine de guerre Mais Yves, pourquoi de tout l'humour d'un coup, francophone. justement, Mathieu disait une chose qui est fort juste, pourquoi tout d'un coup, on a réussi à monter sur le modèle des festivals de musique quelque chose où il n'y a pas de musique et des gens seuls sur scène. C'est-à-dire que a priori, Mais alors Guillaume, c'est la simplicité même, ça coûte pas d'argent et en même temps... Je pense que la réponse est très simple. Les humoristes aujourd'hui, et notamment ceux qui présentent du one-man show, ceux qui font du stand-up, c'est les rockstars d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui sont transgressifs. Là où le rock ne l'est plus tellement, en revanche, les gens qui montent sur scène sont transgressifs par rapport aux normes habituelles de la société. S'ils n'étaient pas sur scène et considérés comme des artistes, certains auraient même des procès, seraient poursuivis pour diffamation, etc. Oui, Ce qui arrive d'ailleurs. Il faut dire les choses comme elles sont, d'une part. Et d'autre part, parce qu'on retrouve ce qu'on retrouvait, vous l'avez dit, dans les grands festivals de musique classique qui existent encore aujourd'hui, puis ensuite dans les festivals de rock depuis la fin des années 60, qu'est-ce qu'on y retrouve ? On y retrouve la congrégation, qui est un truc très particulier, qui est lié d'une certaine façon à la spiritualité, à la religion et même à la liturgie. Voire même au communautarisme. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on se retrouve pour passer un moment d'humanité partagée autour de ce que nous font ressentir les humoristes par aussi leur transgression, parce que c'est un moment où on peut dire des choses ou partager des choses qui ne se disent pas en bonne société. Et d'autre part, parce qu'on y partage un moment, vous savez, le rire, c'est quand même ce qui permet de justement un peu transcender les emmerdements du quotidien. Vous avez lu l'interview de Gérard Depardieu dans le Figaro il y a quelques jours. Oui, bien sûr. À propos de Barbara, il disait « Nous avons eu des fous rires colossaux ensemble », ce qui nous évitait d'avoir des rapports sexuels ensemble, parce que le fou rire est beaucoup plus libérateur que l'orgasme, disait Gérard Depardieu, toujours amateur, évidemment. Personne n'aurait pas dit mieux. Voilà. Pascal, alors, ne vous laissez pas intimider. Comme vous le savez, chez nous, on a des festivals d'humour, mais finalement, notre pays est un grand festival d'humour, déjanté et surréaliste. Mais évidemment, on aime beaucoup les festivals et les humoristes. Alors, pour revenir au festival de Montreux, parce qu'on a quand même quitté la Suisse depuis un petit temps, il y a un petit Belge, cette année dans l'édition, c'est Alex Vizorek, que vous connaissez, qui est un chroniqueur RTBF très connu, puis qui maintenant est connu en France, puisqu'il est... oui. France Inter, les matinales, et puis avec Charline Vanhoenacker, si tu écoutes, j'annule tout, tous les après-midi. Mais donc voilà, la Belgique et l'humour, c'est une grande histoire d'amour. De nombreux internautes, puisqu'il s'agit maintenant de l'interactivité avant les coups de cœur, attendent avec impatience la nouvelle édition du Montreux Comedy Festival, à l'instar de Jean Serrand, sur Twitter, Facebook, aux adresses que vous trouvez donc au bas de l'écran. Avant de nous quitter, les fameux coups de cœur, Mathieu. Alors, je m'adresse au public montréalais, au public québécois. Dans quelques jours, il y a la 20e édition des rendez-vous internationaux du documentaire, le RIDM. C'est une des plus belles manifestations de documentaires francophones dans le monde. 142 documentaires de 47 pays. Il y aura 18 premières mondiales. Il y a une portion qui est consacrée maintenant au webdoc. Il y a une portion qui est consacrée aux documentaires en réalité virtuelle. C'est vraiment un bijou de petit festival. C'est au centre-ville de Montréal. On a le meilleur du documentaire mondial qui est présent à Montréal. Donc, du 9 au 19 novembre, la 20e édition du RIDM. Pascal. Alors, mon coup de cœur s'appelle Europalia. C'est un côté un peu scolaire, comme ça, mais c'est pas mal pour terminer. On a l'impression d'être à l'école. Allez-y, ma chère Pascal. Donc, mon coup de cœur s'appelle Europalia Indonésie. Ça se passe aux Beaux-Arts à Bruxelles jusqu'en janvier 2018. Alors, qu'est-ce qu'Europalia ? Chaque 2 ans, la Belgique met à l'honneur un pays. Cette année, c'est l'Indonésie, qui est quand même le plus grand pays musulman, comme vous le savez. Et donc, il y a une série d'expositions archéologiques, ethnographiques, mais aussi des concerts, de la danse, de tout, des expositions à voir jusqu'en janvier 2018 aux Beaux-Arts à Bruxelles. Michel Serruti. Une revue, la 5e saison, c'est le premier numéro d'une revue littéraire romande qui vient de sortir. Vous savez qu'il y a une grande vitalité au niveau de l'écriture en Suisse. Et elle a été éditée, elle est créée par quelques jeunes écrivains qui proposent des critiques de livres, mais aussi quelques textes inédits. Alors on retrouve non pas d'un jeune écrivain, Jacques Chessé, et un texte inédit sur l'humour de Chaplin dans cette revue qui est excellente, que je vous recommande vraiment, et que vous pouvez trouver ou commander sur Internet si vous êtes ailleurs qu'en Suisse. C'est 5e en chiffres, 5e saison.ch. Yves.
Alors, le numéro de novembre du magazine Lire, qui, à propos de Georges Brassens, Yves Simon, Bob Dylan, Barbara, Jacques Brel, Léo Ferré, pose la question, la chanson est-elle de la littérature? Et c'est cette exposition, en fait, qui répond à cette question, si l'art veut rester vivant. Vous avez parlé à propos de Bob Dylan et du prix Nobel l'année dernière. Ben, moi, c'est un peu mon sujet favori, si vous voulez, depuis quelques décennies, Guillaume. Donc, voilà, il est traité là. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui leur ai inspiré ce sujet, mais en tous les cas, je sais que Yves Simon leur en a parlé beaucoup, en tous les cas, en mon nom. Mais cette expo répond à cette question. Heureusement pour la littérature que la chanson en est, c'est ce qui lui permet de rester populaire. Voilà, dernier coup de cœur, le mien, très modestement. Pourquoi faut-il lire le Goncourt et le Renaudot cette année? Eh bien, c'est extrêmement simple. Le Goncourt d'Éric Vuillard, l'ordre du jour est consacré au nazisme, à sa montée. Et le livre d'Olivier Guèze, le Renaudot, donc, est consacré, vous le savez, à la disparition de Joseph Mengele. Le grand intérêt de ces deux livres, l'un qui est court, l'autre qui est long, c'est leur extraordinaire documentation dominée. Donc, et le deuxième intérêt fondamental, c'est de sortir l'idée que le nazisme est cette histoire de monstre fascinant les foules, puisqu'on voit dans le prix Goncourt qu'au fond, en 1933, Hitler et Göring ont réuni tout le patronat allemand et que, comme dans les damnés de Visconti, ils sont allés lentement au pouvoir avec des entreprises qui sont encore là actuellement, qu'on connaît tous, Opel, BASF, Telefunken, etc., etc. Et dans l'autre cas, le cas de Mengele, c'est justement la disparition d'un homme qui s'est fondu en Amérique latine et qui est mort au bord d'une plage au Brésil sans que personne ne le retrouve, alors qu'il était le médecin exterminateur d'Autriche. Donc la vision qu'on a du nazisme comme une sorte de folie démente est un peu démentie par ces deux livres qui montrent que c'est une folie ordinaire et une folie des hommes. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes dans cette magnifique exposition qui est celle du MoMA, donc à la Fondation Louis Vuitton. On se retrouve la semaine prochaine et je vous embrasse et nous vous embrassons.